Bonsoir à tous. Alors là, je fais un podcast de fin de journée pour prendre en fait les nombreuses questions que j'ai reçues ces derniers jours de la part des clients de l'investisseur français. Alors, il y a beaucoup de nouveaux clients, c'est une bonne nouvelle. Je pense que le service peut durer un certain temps grâce à vous. Donc, je vous remercie d'être client de l'investisseur français parce que, encore une fois, si il n'y avait pas de client LSR français, ce service n'existerait plus du tout. D'ailleurs, pour tout vous dire, il y a un an à peu près, peut-être un peu moins d'un an, en fait, j'ai viré tous les clients de l'investisseur français parce que les gens me faisaient chier, en fait, tout simplement. J'ai arrêté de prélever les abonnements. J'ai dit aux gens, voilà, ceux qui sont encore là, tant mieux, c'est gratuit. Vous servez du contenu. Moi, grosso modo, que vous me payez ou pas, je m'en fous. Et voilà, le service existe tant qu'il existe et je fais juste de mon mieux. Et si vous voulez soutenir l'IF, vous soutenez l'IF. Et je voudrais quand même dire qu'il y a énormément de gens qui se sont levés, qui ont sorti de l'argent de leur poche pour soutenir l'investisseur français. Alors ça, c'est un geste courageux. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas forcément fortunés, comme Driss par exemple, qui est client de l'investisseur français depuis ses débuts. Il a continué à payer le service. C'est vraiment admirable. Donc je suis déjà très 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 content et très reconnaissant de vous avoir en tant que client aujourd'hui. Bon, en voyant que les gens étaient encore là, que les gens étaient motivés pour lire ce que j'avais à dire et pour entendre ce que j'avais à dire, ça donne envie de continuer. Donc ça m'a donné envie aussi de faire l'impossible en fait. Donc l'impossible pourquoi? Parce que Warren Buffett vous dit un business qui a coulé, on ne peut pas le redresser. À l'investisseur français, parce que vous étiez là, je me suis dit je vais faire l'impossible, je vais redresser l'investisseur français. Donc on s'est lancé il y a tout pile un mois en fait dans un plan de redressement de l'investisseur français. Et en un mois, on a réussi à faire repartir le business. Donc le business est là, il est là pour durer, il est là pour vous rendre service parce que vous avez contribué énormément à me motiver. Voilà, j'ai eu voilà, une petite traversée du désert avec ce service. J'ai changé le management plusieurs fois. Les managements, voilà, ils m'ont fait descendre quand même un profit net de 700 000 euros à un profit net de plutôt 30 000 euros. Donc, ils n'ont pas été très bons. Euh, voilà, j'ai décidé que j'allais me réinvestir dans ce business et faire ce qu'il faut en tant que fondateur pour le redresser, pour qu'il puisse exister, pour qu'il puisse continuer à vous servir durablement. Donc, surtout, ne vous privez pas d'utiliser ce service qui a été intégralement rénové. Donc j'ai fait appel également au consulting de la société Artema pour m'aider à redresser ce business parce que tout seul c'est très très dur. Donc voilà, j'ai même payé de l'argent pour qu'on puisse redresser et je suis très content de l'avoir fait parce qu'effectivement en un mois ça a marché. Donc voilà, j'ai travaillé avec des gens qui étaient bons, que je connaissais déjà, mais voilà, je n'avais pas fait appel au service de la société Artema pour le redressement de business. Je peux vous dire que c'est très efficace, effectivement. Euh, donc voilà où on en est. Je suis très content qu'on soit encore en vie, qu'il y ait beaucoup de clients à l'investisseur français. Alors beaucoup, je ne disclose pas les chiffres parce que j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question parce que il a envie d'avoir les métriques. Les seules personnes qui peuvent avoir les métriques de l'investisseur français, ce sont les investisseurs de l'investisseur français. Donc voilà, comme on a déjà fait notre tour de table et qu'on est très content d'avoir les investisseurs qu'on a déjà, je ne me sens pas obligé de discloser ces métriques, mais aujourd'hui on a un business qui peut survivre les temps difficiles qui, de toute façon, arriveront à un moment ou à un autre. Voilà, on est reparti sur de bonnes bases, je pense. On a des contenus intéressants à partager. On a ce format podcast qui permet d'éviter d'écrire des articles et qui permet aussi en même temps de répondre à toutes les questions. Et donc, très régulièrement, on va prendre voilà, vos questions, toutes vos questions, pour vous apporter de la valeur à l'investisseur français. Alors, l'investisseur français premium, qui est l'accès à vie à l'investisseur français, va traiter
dans le cadre de l'accès à vie à l'investisseur français, toutes les questions de bourse, obligatoirement. Les questions hors bourse n'ont pas à être traitées dans l'accès à vie à l'investisseur français, qui est un service de bourse. L'offre Artema, pour laquelle voilà, vous avez reçu effectivement quelques pubs de ma part, elle consiste aussi à vous donner des conseils pertinents, efficaces, qui marchent pour l'investissement immobilier et l'investissement dans les startups. Et maintenant, dans le cadre en fait de quelqu'un qui s'abonne à l'investisseur français, il bénéficie nécessairement d'une séance de formation Artema parce que ça permet en fait, quand vous rentrez à l'investisseur français, de comprendre bien ce qu'on fait à l'investisseur français en bourse à la fois et de comprendre en fait toutes les techniques d'investissement gagnantes qui existent à la fois en immobilier et en start-up, en plus de la bourse. Donc, en fait, ça rend le package de l'investisseur français extrêmement attractif, au sens où avant, vous aviez juste un package bourse pour des gens passionnés de bourse. Maintenant, vous avez un package investissement complet qui vous permet de faire des bons deals, même quand c'est un peu dur en bourse. Et aussi de se préparer éventuellement à saisir d'autres opportunités le jour où elles se présenteront aussi en bourse. Comme là, je vous ai dit récemment, on peut se préparer son banquier à vous accorder du levier sur un holding le jour où il y a une crise de liquidité obligataire. Et ce jour-là, vous venez et vous faites des centaines de milliers d'euros avec rien, avec un rendement infini quand même. Donc c'est une information qui est très intéressante aussi pour la bourse. Et c'est le même genre de technique qu'on utilise pour nos investissements immobiliers. Voilà, moi, j'ai pas fait beaucoup d'investissements immobiliers, mais ce que j'ai fait, c'était extrêmement profitable et je peux vous dire ça marche. Les personnes que je connais chez Artema, et même les personnes que Artema a formées pour certaines, voilà, il y en a qui sont vraiment devenus rentiers en un an en utilisant ce genre de technique. Donc c'est très intéressant, c'est une forte valeur ajoutée, c'est pour être tout à fait franc, la formation qu'on a appelée l'investissement ultime avec Artema. Bon, je ne connais aucune formation d'investissement au monde qui soit aussi bonne, en fait, tout simplement. Et en plus, qui réponde à toutes vos questions sur l'investissement de manière générale. Et même, voilà, si vous avez des questions qui concernent le business ou des sujets de vie, en séance de questions-réponses, on traite également toutes ces questions. En fait. Donc c'est une formation qui est vraiment unique au monde, qui se passe un peu sur, si je puis dire, le modèle de l'enseignement yogique, entre guillemets. Alors c'est juste un enseignement par l'échange, c'est-à-dire vous arrivez avec vos questions, vous êtes sûr de repartir avec toutes les réponses à toutes vos questions, c'est-à-dire on ne laissera aucune impasse sur vos questions. C'est-à-dire c'est la formation où vous venez et vous êtes sûr d'être satisfait à la fin. Voilà, on dit les choses clairement, sans aucune ambiguïté, et ça vous permet d'être réellement formé sur les sujets qui vous intéressent réellement et d'avoir une vue d'ensemble de ce qu'on peut faire en investissement. Donc, je ne connais aucun produit sur le marché qui arrive à la cheville de cette formation que j'ai la chance d'animer, qui a été faite en partenariat avec la société Artema. Voilà, donc si ça fait un peu réclame, j'en suis désolé, mais c'est quand même ce qui a permis de redresser l'investisseur français en un temps record. C'est ce qui permet d'assurer la pérennité du service. Parce que une entreprise, si elle n'a pas de clients, en fait, elle n'existe pas. Donc, en fait, si vous voulez avoir une entreprise qui marche, donc ça, c'est gratos, je vous l'explique. Si vous voulez un jour monter un business, surtout notez bien, il y a un seul truc à garantir avant toute chose, c'est que tous les jours, vous démarchez un certain nombre de clients qui apprennent que votre service existe, qui apprennent ce qu'est votre service. Il y a toute une éducation à faire parce que voilà, les gens pensent qu'une formation d'investissement, c'est un truc de merde où il y a une arnaque, et c'est la vérité la plupart du temps. Donc on ne peut pas en vouloir aux gens de penser ça. Et il y a tout un travail de pédagogie à faire pour expliquer que la formation Artema, elle traite vraiment les sujets en profondeur. Elle ne vous impose pas d'ailleurs ses points de vue. C'est une formation qui vous permet de maîtriser réellement le sujet, le tout pour un tarif de 600 euros. C'est-à-dire vous maîtrisez tout l'investissement pour 600 euros
ça prend moins d'une demi-journée. C'est un produit qui est, je pense, unique au monde et absolument extraordinaire. Alors bien sûr, je suis biaisé, je suis juge et partie. Et en plus, si vous commandez par hasard une formation Artema, je risque de me faire 300 euros sur votre dos. Vous comprenez? Ça me rend super riche. Alors donc voilà. En fait, moi, que je reçoive ou non les 300 euros de votre part, ça change absolument pas ma vie. Par contre, que vous receviez une formation de qualité de ma part et de la part d'Artema, il y aura toujours au moins une personne d'Artema avec moi à la formation, au cas où je ne sache pas répondre à une question un peu difficile sur l'immobilier ou les startups. Dans ce cas-là, voilà, vous payez 300 euros, qui me reviennent, c'est vrai, hein, et 300 euros qui reviennent à Artema. Mais en contrepartie, vous repartez quand même avec une vraie connaissance et la garantie d'avoir réponse à toutes vos questions sur l'investissement et le business de la part de gens qui ont au moins 20 ans d'expérience dans le domaine de l'investissement et au moins 10 ans d'expérience dans le domaine du business. Voilà. Donc, voilà, vraiment, encore une fois, désolé si ça fait réclame, mais c'est un bon produit. Il faut éduquer le marché sur le fait qu'il existe un bon produit sur l'investissement qui s'appuie sur les connaissances business réelles et terrain de personnes qui ont vraiment fait du business. Donc voilà, je pense que ça vaut le coup d'éduquer le marché et donc peut-être qu'il y a des gens à qui ça fait pas plaisir, mais pendant un certain temps, on sera obligé d'expliquer que ce produit est un bon produit. Et une fois que les gens auront compris que c'est un bon produit et qu'on aura voilà, un fonds de commerce qui tourne comme ça commence à être le cas depuis quelque temps, à ce moment-là, en fait, quand le produit en fait, s'achète tout seul, à ce moment-là, on n'a plus à faire de réclame. Mais voilà, notez bien que pour acheter des couches Pampers, faut quand même faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années de réclame à la télévision tous les jours pour que ça rentre bien dans le crâne qu'il faut acheter des couches Pampers. Moi, j'ai pas trop envie de vendre des couches Pampers, j'ai pas vocation à devenir une usine, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai vocation d'aider les gens qui veulent faire de l'investissement intelligent sur l'ensemble des domaines d'investissement et donc des gens qui veulent gagner plein d'argent en prenant très peu de risques. Parce que, voilà, comme je vous l'expliquais encore une fois sur le deal Atwood et Chesapeake, moi, j'ai pris aucun risque. C'est-à-dire, voilà, c'est la banque qui a pris le risque à ma place. Donc, zéro risque, retour infini et vous faites plusieurs centaines de milliers d'euros à partir de rien. Je pense que c'est une information à forte valeur ajoutée qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ok. Donc c'est un bon produit. Effectivement, on éduque le marché sur le fait qu'on a un bon produit. Voilà, on risque de faire de la pub sur plein de supports, c'est vrai, mais c'est pour la bonne cause et jamais, jamais, jamais on deviendra une usine. On essaye vraiment de faire de la haute couture, c'est-à-dire quand vous prenez une formation Artema, on essaye vraiment de vous la faire individuellement pour que vous soyez vraiment satisfait. Donc, on ne cherche pas à faire une bétaillère où il y a 10 000 personnes qui viennent à un webinaire qu'ils ont payé 600 euros. Dans ce cas, c'est un modèle ultra rentable. Donc, chez Artema, on ne fait pas ça, même si ce serait beaucoup plus rentable si on faisait ça, évidemment. L'idée, c'est vraiment de vous servir, vous, et de faire de la haute couture pour un prix absolument dérisoire. Moi, je veux dire, j'ai jamais travaillé pour 300 euros la demi-journée. Normalement, je viens même pas, hein. Moi, quand je faisais du consulting en banque, si le mec il me paye pas 1500 euros pour que je vienne au travail, je viens pas, hein. Voilà. Donc, juste, voilà, que vous sachiez que je ne suis pas en train de vous soutirer de l'argent, je suis en train de vous offrir une connaissance qui est non seulement la mienne, mais aussi celle d'autres personnes qui ont fait d'autres deals que les miens. Et ce sont des connaissances très intéressantes, parce que si même moi j'ai appris des choses, en étant moi-même dans l'investissement depuis un certain temps, ça vaut peut-être le coup d'accéder à cette connaissance. Voilà. Donc, fini la réclame, cette fois, je vais juste répondre aux questions en fait, qu'on a eues dans la journée, faire un débrief de ce qu'on s'est dit cette journée. Alors,
Voilà. Il y a eu une question qui était intéressante sur la diversification. Enfin, c'était plus une réaction qu'une question. Euh, Moi, j'ai fait de mon mieux hein, pour dire ce que je pensais de la diversification. Je l'ai partagé publiquement, cette information. C'est je pense que c'est une bonne façon de faire de la réclame pour ce qu'on fait à l'investisseur français. Et en plus, ça donne une information à forte valeur ajoutée pour un investisseur qui débute en bourse aujourd'hui, dans un contexte extrêmement difficile. Donc, euh, voilà. Bon, c'est Julien qui avait posé cette question. Julien n'est pas d'accord avec ma réponse en tout point. Il a le droit, ça c'est normal. Voilà, il y a pas de problème, hein. On a échangé des points de vue, juste comme voilà, vous avez peut-être pas lu tous les commentaires, vous avez peut-être pas le temps de les lire. Julien dit voilà, en fait, c'est comme au poker, c'est pas toujours les meilleurs qui gagnent. Peut-être que tu as eu de la chance, Serge, tout ça. Moi, bon, en fait, j'ai pas de problème à être l'homme le plus chanceux du monde. Et de toute façon, je sais que je le suis, donc il n'y a, y a aucun problème avec ça. Euh, euh, Moi, mon expérience de vie, c'est vrai que j'ai que de la chance depuis le début, il n'y a pas à dire. Et j'apprécie chaque seconde de ma vie comme un cadeau de Dieu. Voilà, c'est sincère. Donc, je compte effectivement sur ma chance pour gagner avec Pantunique.com. Il y a une remarque qui est censée de Julien sur le fond qui dit voilà, en fait, quand les entrepreneurs ont l'action d'une seule entreprise, eux, ils la dirigent et donc ils la connaissent mieux, ils contrôlent. Alors, en fait, non, ça c'est pas vrai de mon expérience. Moi, les entrepreneurs que je connais ne maîtrisent pas forcément la dynamique unitaire de leur entreprise, ni les finances de leur entreprise. La plupart des entrepreneurs que je connais sont absolument nuls en finance et en business model. Les entrepreneurs à succès, je parle. Et voilà, ce sont des gens qui bossent bien, tout simplement. Et par contre, voilà, moi, je pense que je connais leur business mieux qu'eux, aussi bizarre que ça paraisse. Il y en a que j'ai consulté et ça avait l'air d'être le cas, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'ils dirigent le business mieux que moi. Donc, ça, c'est bien, c'est-à-dire, voilà, moi, je suis plutôt cool, je payais bien mes employés quand j'en avais beaucoup. J'étais très tolérant, ça a donné des résultats. Enfin, bon, je vous passe les détails, mais en fait, quand vous êtes sympa avec les gens, ils en demandent toujours plus. Limite, file-moi ton business. Donc, bon, à ce moment-là, après, vous êtes obligé de prendre des mesures un peu plus radicales et c'est très difficile à vivre. Mais voilà, en fait, je suis très content que je ne dirige pas Ventunique.com et je suis sûr que je comprends le business de Ventunique.com mieux qu'Hervé Giaoui et Sacha Vignat, en fait. Ça paraît très prétentieux, mais moi, j'ai vraiment fait toutes les boîtes de ce secteur et je peux vous dire que ces gens, s'ils sont pas en train de racheter leurs actions aujourd'hui, c'est qu'ils ne comprennent rien à leur business. Alors là, le seul truc censé à faire, avec leur trésorerie, ça serait de racheter les actions vente ils ne sont pas en train de le faire. Donc, ces gens ne comprennent pas la qualité de leur boîte, mais par contre, ils savent faire un travail de qualité dans leur boîte, et c'est bien tout ce qui m'importe. C'est pareil pour Steve Jobs, hein, chez Apple. Le mec, il n'était pas en train de racheter ses actions quand il fallait racheter ses actions, et il était en train de stocker de la trésorerie. Donc, Steve Jobs ne comprend rien, enfin, paix à son âme, hein, au business d'Apple et à la finance de son entreprise. Donc, on peut parfaitement comprendre un business mieux que le mec qui travaille. Par contre, moi, je ne suis pas capable de faire le travail de Steve Jobs. Et j'étais bien content que c'est lui qui manage la boîte. Ça n'a pas empêché de faire des retours de l'ordre de 50% par an sur cet investissement. Même le mec, il a managé de travers sur l'aspect financier. On a quand même fait 50% par an. S'il avait managé correctement la boîte au niveau de l'aspect financier, on aurait fait 100% par an. Bon, mais que ce soit 50% par an ou 100% par an,
c'est un bon rendement. Donc voilà, on va pas faire chier ventunique.com là-dessus. Enfin, en plus, ces gens payent du dividende, c'est sympa. Bon, en plus, ils sont obligés de continuer à le payer parce qu'il faut désendetter la CAFOM et c'est certainement pas le commerce d'outre-mer qui va le faire. Donc, il y a toutes les raisons qu'ils continuent à payer leurs dividendes. Euh, bon, leur achat d'actions, ils sont nuls, mais c'est pas très grave. Euh, Ce qui compte, c'est que ces gens managent la boîte mieux que moi. Donc, en fait, je suis bien content de pas manager ventunique.com et qu'il y a des gens qui savent faire du retail qui managent ventunique.com. Le retail, entre nous, c'est peut-être le métier le plus dur du monde. Parce que même les meilleurs, comme Sam Walton, bah, il leur a fallu 3 décennies pour comprendre quelque chose au retail, en fait, et être compétitif. C'est aussi le temps qu'il a fallu à Hervé Giaoui pour comprendre le retail. Sacha Vigna est particulièrement doué parce qu'il a appris de Hervé Giaoui. Il est meilleur que Hervé Giaoui, donc il a amélioré la connaissance d'Hervé Giaoui. Il a réussi à monter ventunique.com grâce aux connaissances d'Hervé Giaoui dans le retail. Et donc, chapeau bas, je suis très content que ce soit un opérationnel de cette qualité-là qui manage la boîte. Et j'ai toute confiance qu'il va arriver à prendre tranquillement ses parts de marché sur les 30 prochaines années. Ce que moi, si je manageais la boîte, je n'aurais sans doute pas réussi à faire parce que voilà, moi je suis beaucoup trop doux pour faire du retail, donc ça va pas du tout, quoi. Donc heureusement, c'est pas moi qui manage la boîte et donc c'est plutôt un avantage. Mais je connais mieux son business que Sacha Vigna sur les dynamiques unitaires, j'en suis à peu près sûr. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à ajouter sur la diversification et ventunique.com. Ensuite, j'ai une question de Roger, ou je devrais dire Roger. Donc Roger, il est américain, c'est pour ça que je dis comme ça, hein. Il nous demande la chose suivante. Il dit, voilà, moi, euh, bon, j'ai un portefeuille dont je suis très content. Mais sur la partie IF, il utilise plusieurs services, il a droit. J'encourage les gens qui utilisent plusieurs services à continuer à utiliser leurs services, et ils font ce qu'ils veulent, hein. Euh, j'ai donc ventunique.com et j'ai Tessanderlo. Euh, voilà, en fait, je me demande est-ce que je vends pas Tessanderlo pour acheter ventunique.com, mais j'ai quand même un petit problème existentiel, c'est que je suis en moins-value de 7% sur Tessanderlo. Bon, euh, voilà, moi ce que j'ai répondu à Roger, est-ce que je répète ici, c'est la chose suivante. En fait, la question du PRU, elle est peu pertinente. C'est-à-dire qu'on ait une plus-value, qu'on ait une moins-value, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'on a, par exemple, 10 000 € qui sont investis aujourd'hui dans Tessanderlo. La question qu'on doit se poser sur les 10 000 €, indépendamment de comment on a ces 10 000 €, par le haut ou par le bas, est-ce qu'ils sont mieux placés dans Tessanderlo? Est-ce qu'ils sont mieux placés dans ventuni.com? Alors, ça, c'est assez subjectif comme question. Je vais donner mon opinion. Je n'ai pas vocation à dire qu'elle est exacte, mais ça n'est que ma vision des choses et vous en faites absolument ce que vous voulez, hein. Je ne suis pas censé être médium, ok? Donc, ventunique.com, moi je m'attends à ce que ça fasse une croissance de l'ordre de 20% par an au minimum dans la durée sur le bénéfice par action. Pour ce qui est de Tessanderlo, je m'attendrais aussi à une croissance du bénéfice par action, mais plutôt entre 10 et 20% par an. Alors pourquoi je ne serais pas aussi optimiste que pour ventunique.com? D'une part, parce que Tessanderlo déjà un acteur très significatif sur son marché, aussi bien sur la partie Kerley qui concerne la partie agro des sols désulfurisés, c'est le plus grand acteur du monde quand même. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de concurrence sur ce marché réel. Il y a Cork Industries qui est une très grosse boîte gérée par des gens très bons qui est un peu rentré sur ce segment depuis 2016. Donc il y a une concurrence naissante avec des gens qui sont bons, mais bon, je ne crois pas que Luctac ait grand-chose à craindre de ces gens-là, même si ils sont censés être très bons. Euh,
voilà, Luc Tac et Stéphane Aspesla ils sont parfaits pour faire face avec la concurrence, hein, donc c'est pas la première fois qu'ils feraient face à une concurrence sur un marché. Ces mecs, ils ont fait du rideau quand même, donc ils devraient s'en sortir. Euh, donc, c'est plus dur quand même de croître quand vous êtes déjà leader en fait sur votre meilleure activité, hein. Si vous êtes chez Tessanderlo, c'est la situation où vous êtes. Vous avez peut-être un certain pricing power sur cette partie-là. Vous n'en avez pas sur les autres parties agro, hein. C'est aussi des engrais sur la base de potasse. C'est un business commoditisé, hein. Pour les mecs, ils sont peut-être un peu plus efficaces que la concurrence sur leurs coûts, mais c'est juste de l'efficacité opérationnelle. Là, vous ne pouvez pas faire comme Coca-Cola ou monter les prix tous les ans. Donc, c'est un business compétitif. C'est pas un business où on peut espérer une forte croissance des bénéfices dans le temps, ni une croissance ultra rentable en fait, hein. Donc il y a juste une partie de la partie agro où on a automatiquement en fait du pricing power dans le temps. Sur les autres business, bon, industrie et gélatine de porc, bon, c'est aussi des business assez commoditisés. Il y a une niche industrielle où ils sont seuls au monde à travailler, c'est la déseigneurisation de l'or chez Barrick Gold. Donc ça, c'est un produit unique. Il y a possiblement un peu de pricing power, mais comme c'est une petite activité dans Tessanderlo quand même, on peut pas non plus attendre des miracles, hein, mais il y aura certainement de la croissance si ces mecs sont bons dans ce qu'ils font, et je pense qu'ils sont bons. Euh, voilà, le reste, c'est quand même de la commodité. Pour ce qui est de la production électrique locale, T-Power qu'ils ont racheté, il devrait bien s'en sortir. Il doit faire une petite croissance régulière, mais voilà, ça ne sera pas non plus un truc fou. Ça va surtout servir à économiser leur coût de production, ce qui est une bonne chose. Donc, ils ont bien fait d'acquérir T-Power. C'est une bonne allocation de capital. Voilà, donc c'est quand même une boîte, hein, Tessanderlo, qui pèse euh, voilà, plus d'un milliard en bourse. Vente Unique, c'est une boîte qui pèse plutôt 160 millions en bourse. Vente Unique, elle a que dalle sur son marché aujourd'hui. Voilà, son marché est plus de 1000 fois plus grand que la part de vente unique, hein, aujourd'hui sur ce marché. Donc, c'est plus facile de prendre des parts de marché quand vous êtes le meilleur acteur et de loin sur votre marché, en fait, tout simplement. Et donc, là, je dirais que c'est une histoire de gravité. C'est comme, voilà, ici, si euh, vous êtes léger, vous vous envolez plus facilement, tout simplement. Donc, je pense que Vente Unique fera une plus grande croissance que Tessanderlo, juste pour cette raison-là. En plus, il n'y a pas tellement de cyclicité dans le meuble. Donc, les histoires de cycle économique, on devrait pouvoir s'en sortir rien que en gagnant des parts de marché chaque année. Après, Ventunic peut effectivement tasser un peu ses marges pour gagner des parts de marché, ce qui serait peut-être pas bête, parce qu'il faut aussi éduquer le client, hein, chez Ventunic pour expliquer que voilà, là, on a une offre qui est moins chère que la concurrence, qui propose plus de choix que la concurrence. Et je veux dire, les gens connaissent pas trop Vente Unique. La preuve, ils vendent quand même à 90% de nouveaux clients régulièrement. Donc il y a une éducation de marché à faire pour que les gens commandent de manière régulière chez venteunique.com. Donc ça serait tout à fait intelligent de tasser un peu les marges pour gagner un peu de part de marché et ensuite avoir les clients sur une base récurrente. Voilà, est-ce qu'ils vont le faire ou pas, c'est à eux de décider. Ils ne sont pas obligés de le faire pour faire de la croissance. Mais voilà, au lieu de croître à 15-20% par an en chiffre d'affaires, ce qui ferait plus de 20% par an en bénéfices normalisés, ces gens pourraient croître à plutôt 30% par an en acceptant de diminuer un peu leur marge. Voilà, c'est une option qu'ils ont. Je ne sais pas s'ils sont déterminés ou non à la saisir. Et c'est à eux de voir selon l'évolution du marché en fait. Euh, voilà, donc j'ai envie de dire, c'est assez facile de faire de la croissance quand on s'appelle ventunique.com et qu'on a cette taille-là. En plus, ventunique.com, il paye quand même des dividendes et Tessanderlo ne fait pas de retour de capital aux actionnaires. Donc en fait, dans un cas, vous avez un critère d'évaluation par le marché qui est le rendement sur dividende.
le marché pourrait à un moment être attiré par de bons dividendes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'on préfère investir sur le Bitcoin aujourd'hui plutôt que d'acheter même une maison au même prix. Hein. Dans la province, on peut acheter une maison au prix d'un Bitcoin. Euh, mais ça va peut-être pas durer éternellement, ça. Et tous les mecs qui vont se faire ratatiner la gueule sur le Bitcoin un jour, possiblement, hein, ça c'est pas moi qui décide, peut-être qu'un jour ils vont se dire, ah en fait, les actions solides qui payent des dividendes, c'est bien. Donc quand ils verront 5% de rendement sur dividende sur venteunique.com, ils vont peut-être aller chercher du dividende et se faire une rente. Tessanderlo, vous n'avez pas cet argument. Et Tessanderlo, ils ne paieront pas de dividendes parce que Luc Tack, c'est quelqu'un qui veut faire des acquisitions. Il est bon dans ça, il a raison de vouloir le faire. Mais donc là, vous comptez en fait sur le marché pour assigner une valeur juste à un moment à Tessanderlo. Il n'y a pas de fort catalyseur là-dessus, mais sachez quand même qu'au bout d'un certain temps, une boîte solide, voilà, elle ne va pas se transiger éternellement à 6-7 fois les profits. Ce qui sera le cas vraisemblablement voilà, dans un horizon de 3 ans. Les multiples de cotation Tessanderlo pourraient être, si le cours ne bouge pas, de 5 ou 6 ou 7 fois les profits. Hein. Je ne suis pas devin, mais je vous dis entre 5 et 7 fois les profits. Généralement, les boîtes rentables qui sont en croissance ne cotent pas à ce multiple de cotation. Mais j'ai envie de dire, en fait, Pantonic serait à peu près au même multiple de cotation que Tessanderlo dans ce cas de figure sur le même horizon de temps. Donc, quitte à choisir, moi, je prends vraiment Pantonic.com. Roger, par contre, vous faites bien ce que vous voulez. Et vous tous, vous faites bien ce que vous voulez. Hein. Surtout, vous ne cherchez pas à m'imiter si vous n'êtes pas à l'aise, ok? Il y a une autre question de Roger qui est plus générale aussi et qui est intéressante à traiter. C'est euh, voilà, qu'est-ce qui drive en fait la réévaluation d'un multiple de cotation? Parce que voilà, Roger, il n'est pas sûr qu'un jour le marché euh, réévalue Ventunique.com sur la base d'un ratio court-bénéfice un peu plus approprié, qui serait sans doute 3 fois le multiple actuel. Hein. Je veux dire, vente unique, on est à 9-10 fois les profits, le marché, on est à plus de 20 fois les profits, mais vu le profil de croissance de ventunique.com, 30 fois les profits, ce serait vraiment pas abusé. Hein. Donc, qu'est-ce qui ferait qu'un jour vente unique coterait à ce multiple? Bah, j'ai envie de dire, j'ai répondu un peu à la question, c'est le rendement sur dividende, c'est-à-dire à un moment, les gens sont attirés par la rente, surtout quand elle est importante. Et puis après, il y a aussi des critères spéculatifs hein, qui peuvent amener à une réévaluation du multiple de cotation. C'est-à-dire, en fait, le marché, c'est un endroit de spéculation quand même. Hein. Donc, ce qui fixe un multiple de cotation, c'est bien la spéculation. C'est pas l'investissement à long terme, c'est la spéculation. Et la spéculation est plutôt la suivante, hein, la plupart du temps. Euh, En fait, on se dit que le multiple de cotation normale d'une boîte sur le marché, c'est un multiple où en fait la boîte pourrait être privatisée par un acteur plus grand. Et typiquement, les boîtes SaaS aujourd'hui, quand elles sont privatisées à 10 fois le chiffre d'affaires. C'est ça qui fixe la cotation des boîtes SaaS à des valos absolument fluctuantes aujourd'hui. Tout le monde, parmi les gros, veut acheter des boîtes SaaS à des prix totalement exorbitants. Parce que ça, c'est un bon business model, un software as a service. Effectivement, le Pecno qui se connecte et qui paye un abonnement pour utiliser Word ou Excel, il rapporte énormément de pognon à Microsoft. Mais du coup, les gens croient que tout le monde dans le SaaS, c'est Microsoft. Mais non, pas du tout, hein, je vous rassure. Mais voilà, l'usage de marché aujourd'hui, c'est de payer cher pour les boîtes SaaS en multiple de ventes. Et donc, c'est ce qui détermine une cotation généralement à 5 fois, 10 fois les ventes sur le Nasdaq. De la même manière, pour les boîtes profitables, industrielles aujourd'hui, sur
les boîtes du S&P, vous serez entre 25 et 30 fois les profits. Donc les boîtes industrielles, ça se valorise plutôt en profit. Alors là, c'est une nouvelle tendance assez récente. Ça se valorise en multiple 2V sur EBITDA. Alors les mecs qui prennent de l'EBITDA sur des boîtes industrielles, on voit qu'on est dans une bulle, hein, parce que le jour où une boîte industrielle ne fait pas de CAPEX, s'il vous plaît, appelez-moi, parce que je voudrais investir dans ce genre de boîte industrielle. Les boîtes industrielles, ça fait du CAPEX, donc à la rigueur, si on valorisait en EV sur EBITDA moins CAPEX, je veux bien, mais EV sur EBITDA, c'est absolument n'importe quoi. Donc là, il se passe n'importe quoi, hein. Donc sur les transactions de marché privé sur les boîtes industrielles, c'est EV sur EBITDA. Bon, pour ce qui est des acteurs dans le meuble, en fait, bah, déjà, il y en a très peu qui sont bons, qui sont profitables. Les cotations se font plutôt en multiple des ventes aujourd'hui. Voilà, les boîtes comme Wayfair, les boîtes comme Home24 et les boîtes comme Westwing se valorisent en multiple des ventes. En même temps, on ne peut pas les valoriser sur autre chose parce que ces boîtes ne font pas de profit. Bon, Wayfair a commencé à faire un tout petit profit, hein, euh, pendant la période Covid, mais en normalisé, c'est pas une boîte qui marge énormément. La marge d'EBITDA de Wayfair, c'est 0, quelques pourcents, et la marge nette de Wayfair, elle est négative, hein. Donc, s'il vous plaît, on se calme. Aujourd'hui, les valos sur le marché du meuble, c'est en multiple de chiffre d'affaires. Il n'y a aucune bonne raison, pardon, de valoriser les multiples de chiffre d'affaires pour les boîtes du meuble, sauf pour vente unique à la rigueur, puisque vente unique arrive à faire un profit sur son chiffre d'affaires, et donc on pourrait quand même trouver un multiple de chiffre d'affaires pertinent pour vente-unique.com. Bien entendu, la bonne façon de valoriser vente unique serait d'assigner un multiple des profits à cette boîte qui correspondrait au rythme de croissance annuelle de ses bénéfices, qui est très élevé. Et donc, j'ai envie de dire, voilà, si on est raisonnable, c'est 30 fois les profits. Dans un contexte de taux d'intérêt à zéro, 30 fois les profits, c'est même pas cher. Mais voilà, moi je préfère rester raisonnable. Je vois même pas comment cette boîte peut coter à moins de 20 fois les profits. Pour moi, ça c'est pas possible. Mais pourtant, c'est ce qui arrive. Donc à 20 fois les profits, je l'achèterais, hein, pour tout vous dire. Mais là, moins de 10 fois les profits, c'est extraordinaire. Donc là, pour le coup, j'y vais à fond. Euh, donc voilà, je pense que j'ai pas mal répondu à cette question. Donc pour résumer et récapituler, parce que la répétition peut être utile pour bien imprimer les choses, ce qui détermine un multiple de cotation, c'est l'environnement spéculatif sur le marché, toujours. Parfois, il est open, comme c'est le cas aujourd'hui, il est open comme jamais. Parfois, il est très faible, comme c'était le cas en 2008-2009. Là, les multiples de marché étaient très faibles. Euh, c'est pareil en 2002-2003, c'est pareil, les multiples de cotation sur le marché étaient très faibles à tout niveau. Voilà, l'environnement spéculatif sur le marché, c'est la bonne réponse. Ensuite, quand on rentre un peu dans la réponse, ce qui devrait normalement déterminer le multiple de cotation, ce sont les taux d'intérêt sur le marché. Il paraît que l'inflation jouerait aussi un rôle parce que ça permet d'anticiper l'évolution de taux d'intérêt pour certains. Moi, j'en suis pas si sûr parce que si les banques centrales remontent des taux, ça veut dire que les États font faillite mécaniquement parce qu'ils ne pourront plus payer leurs intérêts. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent relever les taux, donc je ne sais pas du tout ce qui va se passer sur le contexte macro. C'est absolument inédit. Je pense que 1929, c'était une blague à côté de ce qui est susceptible de se passer. Voilà, d'ailleurs, pour anecdote, je suis né le 24 octobre, c'était le jour du jeudi noir. C'est un jour que j'ai bien étudié. Et je vois pas comment on peut avoir quelque chose de meilleur que ça dans l'environnement actuel. Mais voilà, donc moi je me prépare à ça. Vous faites ce que vous voulez. Donc je prends des boîtes solides qui sont susceptibles de croître dans un contexte
absolument noir comme jamais, quoi. Euh, voilà, je fais très très attention dans ma sélection, là, hein. Donc c'est pour ça que je bouge pas une oreille, même si j'arrive à identifier de bonnes opportunités sur les matières premières. J'en ai parlé candidement. Euh, Même voilà, sur les bonnes boîtes, à la rigueur, il y a Facebook, hein. Facebook, c'est intéressant parce que c'est vraiment un bon business. Mais pareil, si les gens n'ont plus d'argent à dépenser dans la pub ou qu'ils réduisent leur budget pub, Facebook est susceptible d'avoir une cyclicité. Ventunique.com, il y a vraiment un marché à prendre. Donc, même si les gens ont moins d'argent à dépenser dans le meuble, comme c'est discount, c'est un peu comme Walmart, en fait, ce genre de boîte gagne vraiment des parts de marché et fait de la croissance quand ça va pas dans l'économie. Donc, moi, je fais très attention à ça. Je veux vraiment être dans des produits que les gens achètent dans tous les contextes, dans tous les environnements de marché. Donc, je fais super gaffe et j'ai très peur de me diversifier. Voilà. Euh, je pense avoir répondu à la question de Roger. Si bien sûr c'est pas clair, j'imagine que vous n'hésiterez pas à m'écrire, comme vous le faites déjà du reste pour beaucoup d'entre vous. Oui, il y a une question que j'ai reçue, c'était Aurélien qui me demandait ce que j'avais à reprocher au Vernimen. Donc ça, je crois que j'ai répondu dans une vidéo précédente. J'ai dit la chose suivante. J'ai dit que le Vernimen, en fait, on voit que les gens qui ont écrit ça n'ont jamais fait de business, tout simplement. Parce que Warren Buffett, il fait pas de DCF, quoi. Il calcule pas des BFR tout le temps, en fait. Voilà, Warren Buffett, il regarde ce qui se passe dans une boîte, il regarde si c'est un bon business, il regarde si c'est pas trop cher, et puis si c'est le cas, il y va. Sinon, il passe son tour, hein. Donc voilà, il faut vraiment rentrer dans le business plutôt que de faire de l'analyse financière si vous voulez être un bon investisseur. Sinon, vous serez analyste financier, vous allez débattre 300 ans sur des feuilles Excel qui servent à rien. Donc voilà, moi je vous encourage vraiment à ne pas suivre tout ce qu'il y a dans le Vernimen parce que ça sert à rien. En plus, les conclusions sont idiotes. Genre, il y a des business, ils sont tous obligés d'avoir en fait en fin de vie un ROI égal à leur coût du capital. Alors ça, je sais pas d'où ça sort. Le jour où Hermès vend à son coût du capital, on va bien rigoler. C'est-à-dire là, ça voudrait dire que leur retour sur capitaux s'aplatirait d'un facteur au moins 10, plutôt 20 peut-être, ou plutôt 20, oui. Donc non, je crois pas que ça va être divisé par 20, même si effectivement Hermès c'est une boîte mature. Et pareil pour Coca-Cola, les mecs suffit qu'ils augmentent leur prix et vous suivez. C'est pareil pour Philippe Morris. Je veux dire, les gens sont dépendants de Coca comme ils sont dépendants de la clope. Pour ceux qui fument vraiment, ils suivront toutes les augmentations de prix, hein. Donc, vous inquiétez pas. Et c'est pareil pour Pfizer. Je veux dire, les mecs maintenant ils sont convaincus qu'il faut aller se faire vacciner tous les ans ou tous les 6 mois. Il y a une partie de la population qui restera convaincue de ça. Pfizer va vendre beaucoup de doses. Je ne crois pas qu'un jour Pfizer ait un retour sur investissement qui soit égal à son coût du capital dans ce contexte-là. Surtout que là, pour le coup, c'est eux qui fixent le prix et c'est eux qui fixent les marges, hein. D'après les contrats, on voit d'ailleurs qu'ils augmentent leur prix de livraison et ils se gênent pas. Et les États sont évidemment d'accord, vu la politique d'éducation et la réclame que fait Pfizer dans les lobbying. Je veux dire, c'est pas un secret, tout le monde le sait, sauf peut-être ceux qui regardent trop la télé. Bon, ensuite, puis même, voilà, je connais quelqu'un qui était dans le management de Pfizer, donc voilà, c'est pas un mythe, quoi. Bon, voilà, donc Pfizer, c'est une valeur sûre, malheureusement. Moi, je n'irai pas dans Pfizer pour des raisons d'éthique. Moi, je refuse de côtoyer des gens qui font ce genre de choses. Pour moi, c'est atroce. Pour moi, je veux dire, voilà, on peut critiquer Hitler. Pour moi, c'est pareil, c'est dans le même sac. Je ne touche pas à ça. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Et on est bons copains, tout va bien, quoi. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah oui, alors là, j'ai un message. Alors, ça, je ne sais même pas pourquoi on me l'a forwardé. Bon, je vais quand même répondre puisqu'on me l'a forwardé. Soyons gentils avec tout le monde. Donc, c'est un message de Bertrand qui me dit la chose suivante. Bon, cher ami, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que l'offre
Artema d'un côté. Donc ça, c'est une question qui a l'air normale et polie. Euh, donc, en quoi consiste l'upsell? Bah, voilà, j'ai expliqué l'offre Artema tout à l'heure. Je pense que j'ai répondu à cette question. Mais après, il y a une deuxième partie de la question. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, il y a des gens qui écrivent comme ça. Bertrand, je suis désolé, mais ça, c'est pas poli. Voilà, est-ce que je devrais supporter vos réclames pour Artema à vie? Bon, Bertrand, excusez-moi, mais là, ça pas du tout. C'est-à-dire, moi, je suis en train d'essayer de rendre service à des gens en proposant la meilleure formation du monde en investissement. En tout cas, c'est ma conviction. Est-ce que j'ai le droit de la proposer? Bah oui, en plus, je suis chez moi quand même. Donc, je fais ce que je veux. On n'a pas à me dire ce que je fais, hein. Voilà. Est-ce qu'il faudrait les supporter à vie? Bah, tant que les gens n'auront pas compris que c'est un bon produit et qu'il y a besoin d'éduquer le marché, bah, on va l'éduquer. Et puis, quand on estime qu'on a le succès qu'on mérite avec ce produit-là, bah, on arrêtera de faire de la réclame parce que les gens viendront d'eux-mêmes par bouche à oreille, comme ça se passait à une époque à l'investisseur français, tout simplement. C'est comme ça qu'on fait du business. Chez nous, on ne cherche pas à faire une usine, mais là, comme le montre d'ailleurs votre question, cher Bertrand, on voit bien que les gens ne comprennent pas ce qu'est le produit Artema. Donc, on éduque les gens et au fur et à mesure, euh, on va évidemment éduquer de moins en moins en montant aussi les prix des prestations parce que quand une prestation est bien et qu'on a suffisamment de clients, à un moment, voilà, on sera full booké sur toutes ces formations. Et quand on est full booké, pour prendre des nouveaux clients, on demandera beaucoup plus cher, tout simplement. Donc c'est comme ça qu'on va développer le business, et c'est une façon normale de développer un business de luxe. Voilà, bon, Bertrand, vous m'avez pas adressé ce business, vous, donc je suis désolé, je fais ce qu'il y a à faire pour que ce business puisse continuer à exister. Et puis d'ailleurs, en étant chez moi, j'ai le droit, hein. Euh, alors après, il y a une autre question chez Bertrand, c'est quoi? Oui, si je continue à faire de la réclame, est-ce qu'il peut exercer son droit de rétractation, être remboursé de son abonnement à vie? Bon, franchement, j'ai presque pas envie de répondre à cette question. Bertrand, je veux dire, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, moi je m'en fous en fait. Voilà, c'est-à-dire quand on paye 100 euros pour l'abonnement à vie à l'IF, vu les contenus qu'on envoie, franchement, dans la section premium, je pense qu'on peut difficilement ne pas être satisfait. Et les gens qui pondent ce contenu, je ne suis pas tout seul à l'IF, au cas, ça se voit pas, je sais, mais en fait, je suis un peu coaché pour redresser le business. Euh, voilà, je pense que pour 100 euros, la valeur de l'accès à vie à l'investisseur français, elle est largement remboursée, rien que en un podcast là que je viens de faire, hein. Faut pas se foutre de ma gueule non plus. Euh, c'est euh, c'est un podcast qui donne de la valeur et qui répond réellement aux questions des clients. Donc, ouais, moi, j'ai rien à me reprocher là-dessus. Je veux bien écouter les critiques, hein, c'est pas un problème. Mais voilà, je réagis uniquement quand c'est pertinent. Et encore une fois, Bertrand, franchement, vous faites ce que vous voulez. Et tout le monde, d'ailleurs, pas que Bertrand, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis là pour vous donner de la valeur. Je pense que pour ceux qui sont abonnés à 100 euros à vie sur la bourse, là, ils ont fait un deal absolument extraordinaire. Et de la même manière, ceux qui vont suivre la formation Artema que je vais dispenser avec voilà, la supervision d'au moins un consultant Artema à chaque séance, euh, va donner énormément de valeur. Donc moi, si je fais de la réclame pour ce service, c'est déjà parce que c'est un bon service et que je le pense sincèrement. Sinon, je ne vendrais pas ce service. Et ensuite, voilà, ça permet aussi de redresser le business de l'investisseur français qui avait quand même zéro de chiffre d'affaires pendant un long moment, sauf voilà, quelques personnes qui ont contribué effectivement à continuer de le faire vivre, hein, comme je citais Brice tout à l'heure, et auquel, à toutes ces personnes-là, bien sûr, Amiral Gestion, tout ça, je suis extrêmement reconnaissant à ces personnes-là.
qui voilà, m'ont poussé à persévérer pour redresser l'investisseur français. Je veux dire, ça, même Warren Buffett vous dit qu'un business mort, c'est impossible de le redresser. Donc, bon, nous, on a réussi à le faire et c'est important pour un business d'avoir des clients, Bertrand, quoi. Enfin, juste, si vous n'avez jamais fait un business, demandez à quelqu'un qui a déjà fait. Si vous n'avez pas de clients, vous êtes mort, en fait. Voilà, c'est pas compliqué. Et ces derniers temps, je veux dire, ce qui a permis à l'IF de survivre, c'est que moi, j'ai pris mon propre pognon et je l'ai foutu dans la boîte pour que la boîte ne meure pas, ok? Donc, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut juste être poli et voilà, si vous voulez vous rétracter, vous dites clairement à notre service, bon, cher ami, rétractez-moi, s'il vous plaît, éventuellement, ou voilà, vous êtes content de ce que vous avez pour 100 euros. Et là, franchement, là, le podcast, je pense qu'on a délivré vraiment de la valeur, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Donc, merci à tous ceux qui ont écouté ce podcast. Merci encore une fois d'être client de l'ASR français et de continuer à me soutenir. C'était pas facile tous les jours. Je pense que vraiment on va y arriver. Quelles que soient les difficultés de marché qui nous attendent, on va faire ce qu'il faut pour que ce service continue à exister à vie sans que vous ayez à payer plus. Et effectivement, bon, bah, si vous voulez vous former, il existe la formation Artema, mais bon, il n'y a pas de crime contre l'humanité. C'est une bonne formation, vous inquiétez pas. Toutes vos questions trouveront réponse. C'est certain. C'est pas possible qu'on ne connaisse pas un sujet d'investissement où vous avez des questions. Voilà, on sait faire des montages absolument dingues, c'est-à-dire même pour moi, qui ai quand même monté les deals à tout de chez Cepic, ce qu'on suggère comme montage immobilier, c'est des trucs de dingue. Voilà, vraiment, même si l'immobilier résidentiel venait à s'effondrer, comme je pense que ce sera à un moment le cas, parce que, encore une fois, quand on a des pioles à Paris qui sont dégueulasses et qui se vendent à 40 fois les loyers nets, et qu'on a des financements que sur 30 ans, c'est dur de payer si vous avez une complication dans le contexte économique et Covid vient décimer vos économies. Donc là, c'est quand même chaud. Voilà, je tiens à prévenir. On se prépare pour le pire, on est prêt pour le pire et on continue à investir en sachant que ça peut arriver, hein. Donc, on fait très attention, on est lucide, on veut délivrer de la valeur à nos clients et je pense que là, c'est le meilleur moment pour être client chez l'investisseur français parce que effectivement, dans un marché euphorique, on n'a peut-être pas délivré aussi bien qu'on aurait pu. D'ailleurs, c'est certain. Bon, on a quand même réussi à faire des bons deals à l'investisseur français. Il y a des gens qui ont investi dans Gaïa, il y a des gens qui ont investi sur nos deals obligataires. Bon, pas forcément avec du levier comme je l'ai fait. Et il y a des gens qui ont investi dans Venturi.com à 5 euros, 7 euros, hein. Donc, on a quand même réussi à délivrer de la valeur pour nos clients plus que pour nous-mêmes, bien souvent. Donc ça, j'en suis vraiment ravi. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait plus de 40% par an quand même, malgré un contexte où nous, on n'était pas plus pertinent que les autres services de conseil boursier. Là, je pense que en faisant attention et en ayant fait du vrai business dans le dur, on sera un peu plus pertinent que la moyenne parce que si c'est dur dans l'économie, les business qui sont des daubes, bah, ils sont totalement décimés. Les business qui sont de qualité moyenne et qui perdent leur part de marché, ils se font aussi décimer. Il faut les recapitaliser à minima. Par contre, voilà, là, c'est important de savoir ce qu'est un bon business, ce qu'est un bon prix pour un bon business. Et là, je pense que vraiment, l'expérience que j'ai est en plus appuyée par celle des consultants Artema, elle est vraiment très intéressante pour faire quelque chose de normal, même si l'environnement devait devenir très difficile pour un investisseur. Donc voilà, on va vraiment faire de notre mieux, on va s'accrocher et on va délivrer, on va chercher des choses comme vente unique. On n'abaissera pas nos standards d'investissement. Je refuse de diversifier tant que j'ai pas une entreprise qui est au moins équivalente à l'opportunité vente unique. Donc vous voyez comment j'ai remonté les critères d'investissement en bourse. Même, vous voyez, je ne vais pas sur Lukoil, alors c'est une bonne opportunité. Je ne vais pas sur la Tethys Oil, alors c'est une super opportunité
peut-être. Je vais pas sur International Petroleum alors que c'est la boîte préférée de mon ami Francisco, qui est un excellent investisseur en Espagne. Pour moi, c'est pas Francisco Parames, qui est aussi un ami d'ailleurs que je connais, mais c'est un autre Francisco. Bon, pour moi, il est meilleur, mais voilà, personne ne le connaît celui-là. Voilà, je vais pas sur cette boîte. Pourtant, International Petroleum, voilà, on est d'accord depuis toujours que c'est sans doute la meilleure opportunité dans le pétrole, au meilleur prix en tout cas, même si voilà, il ne faut pas aussi cheap que Tethys Oil, quoi. Donc, vous voyez, on regarde bien, on fait très attention, on cherche bien les opportunités, mais on fait bien attention à pas faire merder le portefeuille, en fait, parce que quand vous diversifiez votre portefeuille, et que vous mettez quelque chose qui est inférieur à votre meilleure opportunité, en fait, vous entourez un joyau de merde, en fait. Et donc, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. On n'entoure pas un trésor de merde. Voilà. Donc, et quand vous faites pareil, vous mettez une merde dans le portefeuille, excusez-moi, je parle comme ça, mais c'est parce que ça explique bien les choses. C'est pas parce que j'ai mis 30 merdes dans le portefeuille que mon portefeuille, c'est pas de la merde. Quand vous aviez eu la crise des subprimes, c'est pas parce que vous avez diversifié des prêts de merde que c'est devenu des prêts bons, contrairement à ce que disaient les agences de notation qui les ont toutes notées triple A, ok? Donc quand vous avez un paquet de merde, ça reste un paquet de merde et donc de la merde. Donc la diversification, faut faire super gaffe, quoi. Et donc moi je suis prêt à diversifier à tout moment, mais voilà, même CAFOM, je suis pas super chaud en fait parce que là, il y a des émeutes en Guadeloupe, Martinique, sur la partie retail normale. Bon, ils ont la participation de vente unique qui va évidemment les sauver. Donc, c'est ça qui drive la valeur de la CAFOM, c'est certainement pas le commerce d'outre-mer. Et c'est là que vous voyez aussi que Hervé Giaoui est un peu débile en finance. Le mec, au lieu de racheter des actions vente unique avec le cash de la boîte, il fait quoi? Il ouvre des nouvelles boutiques en outre-mer. Donc, le mec, il est débile en finance, ok? Ça, c'est clair, c'est un fait. Par contre, en opération retail, ce mec est un génie. Je veux dire, il est du niveau de Sam Walton, ok? Donc là, voilà, je fais confiance à son génie retail et son employé star, Sacha Vigna, manage venteunique.com et je sais que ce mec connaît le retail. Voilà, donc c'est un mec qui a chargé des meubles dans des conteneurs, il sait ce que c'est que faire du retail. Il n'y a personne qui est aussi bon que Sacha Vigna dans le retail. Donc on a le meilleur retailer au monde dans cette boîte. C'est un métier où on ne rentre jamais. Il y a une barrière à l'entrée qui est infranchissable si vous voulez faire du retail profitablement avec les marges de venteunique.com. Personne ne rentre sur ce marché en moins de 30 ans. Ok? Donc là, on est très content d'être là. Et on va chercher des boîtes de ce niveau-là si on diversifie le portefeuille. Donc voilà, on fait très attention, on cherche activement. Mais là, c'est pas facile, quoi. Donc pour l'instant, c'est comme ça. Voilà, j'espère que j'ai bien clarifié toutes les questions qu'il y avait dans la journée d'aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à participer. Maintenant, vous êtes beaucoup plus nombreux à l'investisseur français que vous ne l'étiez il y a même un mois de cela. Dieu merci, et merci à vous d'être là. Donc voilà, on va continuer à travailler, on va continuer à délivrer des bons contenus, on va continuer à analyser des bonnes boîtes, on va continuer aussi à faire un travail de sourcing sur les marchés européens notamment avec une équipe d'analystes CFA niveau 3 qui ont été voilà, mandatés à cet effet. Je veux dire, on se prépare bien, on s'accroche bien. Je veux dire, moi, à titre personnel, déjà tout seul, j'ai étudié environ 10 000 boîtes dans ma vie sur les marchés américains, européens et japonais. Je prétends pas connaître tous les marchés, donc je fais aussi appel quand même à des analystes externes par moment. Voilà, moi je suis pas expert de tous les domaines, notamment dans les mines. J'ai fait appel à des gens pour m'aider, pour vous dire ce que j'ai dit sur les matières premières. C'est pas sorti de ma tête, quoi, hein. Donc euh, voilà, il y a parfois, c'est un peu chaud pour faire les analyses. Dans ce cas-là, je fais appel à des experts. On travaille dur pour trouver de bonnes opportunités. Et si on a une seule opportunité aujourd'hui dans le portefeuille, c'est pas pour rien non plus. Donc voilà,
J'espère que j'ai clarifié les stratégies. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. On vous a trouvé d'autres opportunités qui sont bien. On vous a trouvé Tesla Anderlo, on vous a trouvé la Lukoil, on vous a trouvé la Tethys Oil, on vous a trouvé l'International Petroleum, on vous a trouvé Alliance Resources à une époque, voilà. On vous a trouvé Facebook à un bon moment, on vous a trouvé Dick Sporting Good. Donc on cherche des choses, on continue de chercher. On va continuer à présenter des opportunités au fur et à mesure qu'elles se présentent. Voilà, vous inquiétez pas pour ça. On va certainement pas se tourner les pouces. Mais en attendant, on essaye de garder un portefeuille de qualité, tout simplement. Et pour l'instant, la seule manière que j'ai trouvée, moi, avec mon niveau, c'est celle que vous connaissez. Voilà. Donc, merci encore une fois de votre attention et à très bientôt. Au plaisir de répondre à toutes vos questions.